Salut tout le monde, c'est Léna HBK, on se retrouve aujourd'hui pour aborder l'histoire d'un grand, très grand du catch, j'ai nommé The Big Red Machine, Kane. Alors prenez un thé, un café ou quelque chose à manger car il y a beaucoup à dire sur sa carrière. Kane, de son vrai nom Glenn Thomas Jacobs, naît le 26 avril 1967 à, attention l'accent, Torrejón de Ardoz, en Espagne. Les Espagnols, si j'ai mal prononcé, m'en voulez pas, désolé. Et oui, donc Kane est né en Espagne car en fait son père était membre de l'US Air Force et il était mobilisé en Espagne lorsque sa femme était enceinte et qu'elle a accouché de leur fils, tout simplement. Peu de temps après, il rentre aux États-Unis et Kane grandit à Saint-Louis dans le Missouri. Il va à la Northeast Missouri State University où il obtient un diplôme en littérature anglaise et durant ses études il fait beaucoup de sport déjà, notamment du basket où il excelle. C'est à l'âge de 25 ans, en 1992, qu'il débute sa carrière de catcheur avec un nom de ring qui ne vous dit probablement rien, Angus King, dans des fédérations locales comme la Central States Wrestling Association et la United States Wrestling Association. Dans cette dernière, il combattra aussi sous les traits de The Christmas Creature, une créature de Noël maléfique. Bon. En 1993, il déménage à Tampa, en Floride, où il perfectionnera son catch et combattra même dans un match contre Sting à la WCW et dans un dark match à la WWF contre Mike Bell. Durant la première moitié de l'année 1995, avant de rejoindre la WWF, il est recruté par Jim Cornette dans sa fédération, la Smoky Mountain Wrestling, sous les traits d'Unabomb. Ils forment une équipe, le Dynamic Duo, avec Al Snow, et ensemble ils gagneront même les titres par équipe de la Smoky Mountain en battant de Rock'n'Roll Express. En 1995, c'est la consécration car il signe avec la WWF. Enfin, pas vraiment encore la consécration, vous allez comprendre. Il fait ses débuts télévisuels le 26 juin 1995 à Raw, sous les traits d'Isaac Yankim, un dentiste, et plus précisément le dentiste personnel de Jerry the King Lawler. Du coup, sa gimmick, c'était d'être un dentiste. Franchement, je ne sais pas ce qui est pire entre ça et le monstre de Noël. Enfin bref, l'histoire c'est que Jerry Lawler aurait embauché son dentiste à cause de son imposante stature pour combattre Bret Hart, son ennemi de longue date. Sauf qu'il perd tous ses matchs contre Bret Hart, et même après leur rivalité, il ne fera que perdre jusqu'à septembre 1996, où sa gimmick d'Isaac Yankim est abandonnée. Vous l'avez compris, le premier personnage qu'a joué Kane à la WWF était un jobber. Et malheureusement, ça n'ira pas en s'améliorant cette année-là, avec son deuxième personnage, puisqu'en septembre 1996, il est annoncé aux côtés de Rick Bognar en tant que Diesel pour Kane et Razor Ramon pour Bognar. Et cette histoire est assez étrange et mériterait une vidéo pour elle toute seule, du coup on va pas s'éterniser, mais en gros, retenez ceci, c'était une équipe de jobbers qui n'a rien accompli durant son run. Leur dernière apparition à la télé fut lors du match du Royal Rumble en 1997, que, bien évidemment, aucun des deux n'a gagné, mais ils apparaîtront aussi en live event jusqu'en avril 1997. Et franchement, à ce moment-là, ça commençait vraiment à sentir mauvais pour eux, car ils ont quitté la WWF. Ils sont allés combattre dans d'autres fédérations plus petites. Kane est même retourné à la United States Wrestling Association, dont on a parlé avant, où il a même gagné le titre poids lourd de la fédération. Bon, c'est pas aussi prestigieux qu'un titre mondial à la WWE, on s'entend, hein, mais c'est toujours mieux qu'une gimmick parodiant Kevin Nash, si vous voulez mon avis. Bon, on va pas se mentir, jusqu'ici la carrière de Kane n'avait pas vraiment décollé. Ça faisait 5 ans qu'il était dans le business, et tout ce qu'il a fait grosso modo, c'est être jobber à la WWF, malgré 2 titres de fédération indépendante. Mais vous savez que la WWE est très forte pour faire monter en flèche la crédibilité d'un catcheur en qui elle croit, et c'est exactement ce qu'elle a fait pour celui qu'on allait bientôt appeler Kane. Les premières vignettes vidéo qui présentaient Kane ont été diffusées à partir d'avril 1997, où les fans ont découvert un être torturé, fasciné par le feu, un peu pyromane, et qui donnait l'impression de sortir tout droit des enfers. Et là, pour le coup, je vais devoir remettre un peu l'histoire dans son contexte. En fait, à l'époque, Paul Bearer n'était plus le manager de l'Undertaker, mais celui de Mankind. Sauf qu'entre-temps, l'Undertaker était devenu le champion de la WWF. Donc pour profiter de ce statut, Paul Bearer a proposé qu'ils se réconcilient. Sauf que face au refus catégorique du Deadman, Paul l'a fait chanter en menaçant de révéler son secret le plus inavouable. L'Undertaker a donc été obligé d'accepter, mais il n'a réussi à supporter Paul que pendant un temps, avant de le virer à nouveau. Et du coup, Paul a mis ses menaces à exécution et le 30 juin à Raw a révélé le secret de l'Undertaker. Il a révélé que Kane, le demi-frère de l'Undertaker, allait bientôt revenir pour le défier. Et pourquoi le défier ? Eh bien, car quand ils étaient petits, l'Undertaker a mis feu au funérarium dans lequel leur famille habitait, ce qui a provoqué la mort de ses parents et de Kane.
Mais ce que l'Undertaker ne savait pas depuis toutes ces années, c'est que si leurs parents sont bel et bien morts dans l'incendie, et ben Kane a survécu, mais avec de lourdes cicatrices physiques et mentales. Et l'Undertaker dira que c'est Kane qui a incendié le funérarium, car c'est un pyromane. Mais plus tard dans l'année, il confirmera que c'était bel et bien lui qui avait provoqué l'incendie. Et les débuts à la télévision de Kane se firent donc au pay-per-view Bad Blood in Your House, le 5 octobre 1997, lors du match Shawn Michaels contre l'Undertaker dans le tout premier Hell in a Cell match de l'histoire. Et en fait, Kane est arrivé et il a porté un tombstone à son demi-frère, ce qui lui a coûté le match, qui en fait devait déterminer le challenger numéro 1 au titre de la WWF au Survivor Series. Et du coup, Michaels a remporté le match, et ce qui fit donc qu'il affronta Bret Hart à Montréal au Survivor Series, qui a donné lieu au très controversé Montréal Screwjob, mais ça c'est une autre histoire, revenons à Kane. Ce nouveau personnage de Glenn Jacobs semble tout droit venu des enfers. Il porte un masque pour cacher son visage défiguré par les flammes, duquel dépassent de longs cheveux bruns. Il porte aussi un costume rouge couvrant presque l'entièreté de son corps, toujours pour cacher les séquelles. On peut donc vraiment appeler ça un personnage vraiment bien construit, pas comme certains. Je ne vise personne. Et donc il remporta son premier match en tant que Kane au Survivor Series 1997 face à Mankind, toujours dans le cadre donc de sa rivalité avec l'Undertaker. D'ailleurs, ce dernier refusa dans un premier temps d'affronter Kane, car il avait promis à ses parents que jamais il ne pourrait lui faire du mal. Et après ce qui sembla être une courte alliance entre les deux, Kane intervint à nouveau dans un match de championnat de la WWF de l'Undertaker, cette fois-ci au Royal Rumble 1998, où il était le challenger numéro 1 au titre de Shawn Michaels, à nouveau, qui défendait sa ceinture dans un casket match. À la fin du match, Kane enferma l'Undertaker dans le cercueil, et il mit le feu, ce qui éloignait l'Undertaker des rings pendant plusieurs mois. Et quand il revint, lors d'un épisode de Raw, il challengea Kane dans un match à WrestleMania 14, que Kane finit par perdre. Et donc cette rivalité qui avait commencé déjà un an auparavant n'était toujours pas terminée, puisqu'elle continua, notamment à Unforgiven in Your House, le 26 avril 1998, où l'Undertaker remporta de nouveau la victoire contre Kane dans le premier Inferno match de l'histoire de la WWF, match qui deviendra, au fil du temps, le match signature de Kane. Et donc cette rivalité avec son grand frère n'a peut-être pas été toujours victorieuse jusqu'ici, mais en tout cas elle a propulsé Kane vers les sommets, puisque d'ailleurs le 1er juin 1998, il eut un énième match contre l'Undertaker, cette fois-ci pour décider de qui ira défier le champion de la WWF, Steve Austin, au pay-per-view King of the Ring. Et Kane devint le challenger, et au pay-per-view, après moult interventions, il remporta le titre de la WWF, donc face à Stone Cold, mais malheureusement son règne fut de courte durée, puisqu'il eut la revanche le lendemain à Raw, et Austin récupéra son titre. Et croyez-le ou non, ce fut en fait son seul et unique règne de champion de la WWF, puisque par la suite il ne parviendra plus jamais à gagner ce titre. Mais cet été-là, il remporta aussi un autre titre, celui par équipe, avec Mankind, et à 2 reprises en plus. Mais après des dissensions dans l'équipe, ils se séparèrent, et Kane forma une alliance avec nul autre que l'Undertaker, encore lui. Et c'est ainsi qu'est née l'une des équipes les plus légendaires de l'histoire du catch, les Brothers of Destruction. Bon, alors là, on est en plein dans l'attitude-era, donc c'est un peu confus et tout part dans tous les sens, donc accrochez-vous. Je vous ai dit que Kane et l'Undertaker étaient désormais alliés. Oui, mais ils ont combattu dans un triple threat match contre Steve Austin pour son titre de la WWF à Breakdown in Your House en septembre 1998. Sauf que vu qu'ils étaient alliés, Vince McMahon a décidé que l'Undertaker et Kane ne pouvaient ni se soumettre l'un l'autre, ni subir de tomber de la part de l'autre. Ce qui faisait donc du match un match handicap déguisé. Ce qui se passa en fait, c'est qu'ils firent le tombé gagnant ensemble sur Stone Cold, et du coup, il n'y avait pas de gagnant incontesté. Le titre est donc devenu vacant, et Kane et l'Undertaker se sont disputés le titre à Judgment Day in Your House le mois suivant, avec Steve Austin en tant qu'arbitre de la rencontre, mais ça s'est terminé en un no contest, car Austin a attaqué l'Undertaker. Et durant le match, Kane devient face, parce qu'en fait l'Undertaker a attaqué Paul Bearer, du coup lui il devient heel, et leur rivalité recommence, et leur alliance s'arrête. Ensuite, Kane fut forcé de rejoindre The Corporation, une faction menée par Vince McMahon contre les catcheurs les plus rebelles en gros, et notamment Steve Austin. Et en fait, la corporation avait envoyé Kane dans un asile de fous, et en fait il a accepté ensuite de rejoindre la faction pour en sortir de l'asile de fous. Et donc à ce moment-là, il commence une rivalité avec Triple H et une alliance avec Chyna, qui donc elle n'était plus aux côtés de Triple H. Et ça résultera en un match à WrestleMania 15 en 1999, où Kane remporta la rencontre par disqualification,
après que China l'eut trahi en l'attaquant, et donc Kane fut renvoyé de la corporation. Je vous ai dit, c'est l'attitude des rats, ça part dans tous les sens, c'est une horreur de pas perdre le fil, une horreur. Donc après ça, Kane eut une petite amie, Tori, et avec X-Pac, ils formèrent une équipe et remportèrent les titres par équipe par 2 fois. Et jusqu'alors, en fait, Kane était muet, il n'avait pas prononcé un seul son depuis qu'il était là, et c'est durant cette alliance avec X-Pac qu'il prononça ses premiers mots, d'abord avec l'aide d'un électrolarynx, une espèce de boîte comme ça médicale pour aider à parler, et ensuite sans l'aide de ce machin. Et en fait, ses premiers mots sans l'aide de l'électrolarynx furent « suck it », attitude des rats oblige. Et en fait, après, ils se séparèrent lorsque X-Pac trahit Kane pour rejoindre à nouveau DX, qu'il avait donc quitté, et une rivalité démarra entre les deux. Mais là, on est déjà arrivé à la fin du millénaire, et je vais donc vous laisser ici pour cette première partie de l'histoire de Kane. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la partie 2 qui sera consacrée, vous l'aurez compris, à Kane dans les années 2000. C'était LNHBK, si cette première partie vous a plu, lâchez un j'aime et un commentaire. Salut salut!